Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Au retour du voyage, une amie de Margot se confie et demande : « Comment as-tu géré l'insécurité en Colombie ?» Elle ajoute : « C'est la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à ton échange universitaire là-bas. Moi, je n'y serais pas allé. Surtout, je n'aurais pas osé voyager seule dans le pays. » Margot a réalisé un échange universitaire à Medellín pendant 6 mois. Pendant son temps libre, elle part découvrir les réalités multiples de ce pays, seule, à sac à dos. Ces expériences lui permettent de dévoiler aujourd'hui un autre visage de la Colombie que celui véhiculé dans les médias ou bien dans la série Narcos, à l'heure où le territoire a fait du tourisme l'une des pierres angulaires de son développement. Margot souhaite combattre 2 idées reçues. Celle qui maintient que la Colombie est un pays dangereux et celle qui maintient qu'elle l'est d'autant plus pour les femmes qui voyagent seules. Pour cela, elle a réalisé un mémoire basé sur ses rencontres avec 10 backpackeuses françaises voyageant seules en Colombie. Leur témoignage semble aller dans un sens, non pas celui de l'insécurité permanente, plutôt celui de l'émancipation. Bonjour Margot. Salut. Je suis ravi d'échanger avec toi ce matin pour mettre en lumière tes expériences de voyage. Comment tu te sens ? Ça va super, merci infiniment de m'accueillir. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur mes expériences et d'avoir cet échange. Il y a quelques temps, j'ai recueilli un témoignage qui était celui de Geoffrey, qui portait aussi sur la Colombie. Et là, on va retourner aussi en Colombie pour justement apporter une perspective complémentaire à ce témoignage-là. Donc au moins, on aura 2 perspectives sur la Colombie. Celui d'un homme qui s'est immergé dans certaines réalités, et là, celui d'une femme qui a voyagé aussi en solo, à sac à dos. En 2023, au cours de tes études, tu as mené un échange universitaire dans la ville de Medellín pendant 6 mois. Et tu en as profité, comme je disais, pour partir à sac à dos, seul, découvrir la Colombie. Au cours de tes expéditions, tu as rencontré d'autres femmes, notamment françaises, qui voyageaient aussi seules à sac à dos. Et tu en as profité pour les interroger sur leur vécu, sur leurs expériences. De quoi nourrir la réalisation d'un mémoire sur les inégalités de genre et les réalités du voyage en solo, à sac à dos, pour ces femmes françaises en Colombie. Ma première question, c'est pourquoi tu as fait le choix de la Colombie ? Qu'est-ce que tu espérais y découvrir ? Alors, donc j'ai toujours été attirée par l'Amérique latine, mais j'hésitais beaucoup entre partir aux États-Unis, l'Australie. Enfin, j'avais énormément de choix. Et en fait, j'ai une tante qui habite en Colombie et qui m'a un peu donné beaucoup de motivation à venir en Colombie. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un nouveau pays que je ne connaissais pas du tout. Et au début, ça a été un peu dur de négocier ça avec mes parents et même ma famille parce que la Colombie a une image très péjorative à l'international. Pourtant, j'ai
après des longues discussions et puis grâce aussi à ma tante, j'ai fait ce choix de partir en Colombie et c'était aussi une manière pour moi de découvrir un pays où la nature est très présente, où les populations amérindiennes ont une part dans ce pays. Donc j'avais hâte de découvrir la Colombie. Donc comme tu disais, il y avait ton entourage qui était inquiet pour certaines raisons. Effectivement, je sais que dans ton mémoire, tu dis qu'il mentionnait le fait qu'il y a eu un conflit armé avec les FARC, qu'il y a des trafics de drogue, qui sont des réalités au final, mais qu'ils estimaient aussi que les hommes étaient sexistes et que les droits des femmes étaient limités par rapport à la France. Donc ils avaient peur que tu aies plus de chances de t'exposer à des risques tels que les viols ou les braquages. Comment tu as réagi à ces inquiétudes et comment tu as fait pour les balayer et quand même partir en Colombie et peut-être les rassurer aussi? En fait, je pars du principe que ce ne sont pas mes peurs, c'est celles des autres. Donc en fait, quand les gens vont me dire des choses négatives, en fait, ça ne m'appartient pas. C'est eux qui ont accumulé des peurs par les médias, par ce qu'ils ont vu à la télé et tout ça. Et j'ai toujours pris en considération ce qu'ils me disaient, parce que c'est important, mais je prenais toujours un recul, parce que je partais du principe qu'ils n'y sont jamais allés, donc ils ne peuvent pas avoir la réalité du terrain. Et d'un autre côté, j'avais ma tante qui avait vraiment une expérience positive, même si elle me disait que la réalité est quand même assez... Enfin, je veux dire, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais que c'est OK de venir voyager en Colombie. J'avais quelques appréhensions en allant en Colombie. Puis c'était la première fois que je voyageais seule, que je partais d'un pays où je ne parlais pas la langue. Donc c'était des appréhensions, mais je les laissais de côté pour vraiment découvrir ce pays de manière globale et ne pas me restreindre pour vivre cette expérience. Et après, je n'ai pas cherché à les rassurer parce que ce n'est pas mon job. C'est leur problème. Et en vrai, quand j'étais en Colombie, je leur disais tout le temps où j'étais, je les rassurais. Et en fait, ils ont vu au fur et à mesure que dès que je leur partageais une expérience, c'était très positif. Et après, il y a certains trucs que je ne leur ai pas dit pour éviter de les stresser. Et je leur ai dit, je leur ai pas dit. Et c'est quand ils ont lu mon mémoire qu'ils ont appris certaines choses négatives qui se sont passées en Colombie. Mais c'est tout. Sinon, au fur et à mesure, en fait, ils sont aussi venus, mes parents sont venus me voir en Colombie. Donc ça a aussi fait évoluer leur mentalité et leur vision de la Colombie. Quelle était un peu leur vision, justement, après ça ? En fait, ils voyaient bien que la réalité était beaucoup plus diverse. Et elle n'était pas toute noire, ou en fait que, bien sûr, il y a encore de l'insécurité, bien sûr, il y a beaucoup de pauvreté encore en Colombie, mais que c'était pas insécure comme ce qu'on pouvait entendre dans les médias, et qu'en fait, la représentation qu'on a est beaucoup plus liée au conflit armé qui se passait dans les années 90 ou 2000. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi pu découvrir d'autres choses que cette image négative. Par exemple, la culture, les paysages, la mentalité, la nourriture. Ils ont pu découvrir aussi d'autres aspects de la Colombie. Au retour, il y a une de tes connaissances qui te demande comment tu as géré l'insécurité en Colombie. Et elle ajoute que la première chose qui lui vient à l'esprit par rapport à ton échange universitaire là-bas, c'est ça, et qu'elle n'y serait pas allée, qu'elle n'aurait jamais osé voyager seule dans le pays. Et cette remarque, au final, elle traduit quand même une réalité qui est... je regardais, il y avait un sondage IFOP qui avait été réalisé auprès de 1000 femmes européennes, et il ressortait que les principaux freins à un voyage en solo étaient pour 44% d'entre elles l'anxiété d'être seule, et pour 32% d'entre elles, la sécurité. Et pourtant, en parallèle, le nombre de femmes qui voyagent en solo ne fait qu'augmenter. Il est passé de 54 millions en 2014 à 138 millions en 2017. Et tu indiques même dans ton mémoire, et c'est un ressenti partagé par plusieurs voyageuses que tu as interrogées, que les voyageuses en solo sont plus nombreuses que les voyageurs. Est-ce que c'est vrai? Comment tu as visualisé ça? Oui, après c'est un ressenti. Et dans mon mémoire, j'ai interviewé 8 femmes, et après dans mon expérience j'ai aussi rencontré d'autres femmes qui voyageaient seules, et c'est vrai que quand je voyageais
même dans les hostels, dans les lieux d'hébergement où j'étais, c'était majoritairement des femmes qui étaient seules que des hommes. Souvent, je rencontrais des hommes qui étaient avec leurs copines, en famille ou entre amis, mais pas seuls, où c'était plus minoritaire. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant et intriguant pour moi de voir cette réalité des femmes qui soient plus présentes. Mais d'un autre côté, quand je faisais mes recherches pour mon mémoire, il y avait quand même cette peur pour les femmes comme tu l'as dit précédemment, cette peur de l'insécurité, cette peur de voyager seule et qui restreint encore énormément de femmes. Et j'ai remarqué qu'à mon retour, quand je discutais avec des amies féminines qui n'ont jamais voyagé seules, c'est vraiment des peurs qui ressortent. Et c'est les femmes qui osent le faire, qui vont vraiment remettre en question ces peurs, mais c'est vraiment quelque chose qui est encore présent. Mais qui découle aussi de toute notre histoire en France et de notre culture, qui fait que ces peurs sont présentes. Mais c'est vrai que la réalité est différente de ce qu'on a comme représentation. C'est vrai que tu parlais de l'histoire. Les mentalités changent de plus en plus. Au XXe siècle, les femmes ont obtenu des droits fondamentaux qui leur permettent d'acquérir aujourd'hui, en tout cas en France, une pleine indépendance et une liberté de mouvement qui ne leur appartenait pas dans le passé. Et justement, dans ton mémoire, tu reviens aussi sur cette histoire-là, des luttes pour les droits des femmes, mais aussi justement de femmes, les premières femmes qui sont parties voyager dans le monde et qui ont dû, pour certaines, se travestir, se déguiser en hommes pour pouvoir le faire. Est-ce que tu veux nous donner un peu des exemples de ces pionnières qui, au XVIIIe, au XIXe siècle, sont parties ? Oui, avec grand plaisir. Je pense que c'est très important de revenir dans un contexte quand même historique. Après, ce qui est important, c'est que là, je parle de femmes qui sont françaises, qui sont blanches et donc qui avaient quand même un certain privilège pour l'époque de pouvoir se permettre de voyager, même si ça a été un peu une transgression des règles de l'époque. Et souvent, c'est au XVIIIe ou XIXe siècle. Et aussi, elles avaient cette chance d'avoir des moyens financiers pour se le permettre à l'époque où ce n'était pas du tout la majorité des femmes qui pouvaient voyager, malgré les interdictions financières, légales. Donc, il y en a certaines qui ont pu le faire, avec des certaines limites. Mais par exemple, il y a Jeanne Barré. Ce que j'ai adoré, c'est que pendant la cérémonie d'ouverture des JO, je ne sais pas si tu as regardé, mais en fait, ils ont dévoilé des statues de femmes pionnières de l'histoire française. Et il y a une statue de Jeanne Barré. Donc j'étais très heureuse qu'ils la mettent en valeur, parce que c'est la première femme française à avoir fait le tour du monde. Donc c'était entre 1766 et 1769. Et en fait, c'était une botaniste qui est partie avec son mari. Donc son mari était complice. Et elle s'est donc déguisée en homme pour partir sur un bateau afin de découvrir l'Amérique et d'autres continents. Et elle a été découverte par l'équipage du bateau, mais elle a pu rester parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait autant de légitimité que les hommes de ce bateau pour continuer cette expédition. Donc, c'était sur le bateau de la Boudeuse. C'est un navire frégate qui a servi au tour du monde de l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville. Donc, c'est vraiment un exemple qui illustre bien la réalité des femmes à l'époque qui ne pouvaient pas en fait voyager en tant que femmes et qui ont dû mettre en place des stratagèmes pour se le permettre. Alors, il y a aussi Isabelle Eberhardt dans le 19e siècle qui est une écrivaine et voyageuse suisse qui a beaucoup voyagé en Afrique du Nord. Et comme Jeanne Barré, elle a dû aussi se déguiser en tant qu'homme pour se permettre de voyager. Et par exemple, elle a fait toute la traversée du désert algérien. Donc ça montre bien que les femmes avaient autant de capacités, où elles pouvaient se le permettre, mais à certaines conditions, et que c'était pas aussi facile que les hommes à l'époque de voyager. Il y avait beaucoup de restreintes légales. Mais c'est extraordinaire de pouvoir aussi mettre en valeur ces femmes qui ont osé et ont eu l'opportunité de le faire. Effectivement, c'est des exemples super intéressants. Je pense notamment au fait qu'à l'époque, elle n'avait pas d'indépendance financière.
Donc elles dépendaient des dépenses de leur mari. Je crois qu'il y avait l'exemple aussi d'Alexandra David-Nel qui, pareil, son mari était complice aussi de ses aventures dans le monde. C'était la première femme à aller à Lhasa alors que c'était formellement interdit au Népal. Quelles étaient les réalités de l'époque justement pour ces femmes et comment ça a évolué petit à petit? Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces femmes qui ont pu voyager, c'est une minorité en France. Vraiment, ça ne représente pas la majorité des femmes de l'époque. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, donc depuis même l'Antiquité, on peut voir avec l'écrit de Homère, l'Odyssée, où il y a une division de genre entre Ulysse qui part voyager, découvrir le monde, qui est libre comme un aventurier, et sa femme Pénélope qui reste à la maison pour s'occuper de leur fils, qui est une figure un peu plus figée, qui n'a pas cette ouverture sur le monde. Et en fait, cette représentation dans la littérature elle va découler dans notre société sur quelque chose de plus global, parce qu'en fait, les femmes en France, je parle surtout de l'Occident et en France, elles n'avaient pas de droits ou de liberté, ou pas les mêmes que les hommes, même depuis l'Antiquité. Quand on parle de la Grèce antique, les femmes étaient totalement exclues de la démocratie et n'avaient pas de droit de vote, et elles n'étaient pas membres de ce régime politique. C'est vrai que certains droits, elles ont dû attendre le XXe siècle pour les obtenir, comme l'indépendance financière, parce qu'elles étaient dépendantes de leur mari ou de leur père pour avoir accès à de l'argent. Donc déjà, juste cette contrainte financière, ça pose une limite pour les femmes de partir voyager. Mais il y avait aussi cette représentation dans la société du rôle social de la femme. La femme, elle devait être à la maison, s'occuper des enfants. Elle avait un rôle très dans un espace fermé qui était la maison et qui pouvait sortir, mais juste pour faire des tâches plus quotidiennes, de sortir les enfants pour aller à l'école, faire les courses. Elle ne travaillait pas. C'est que pendant et après les guerres mondiales que les femmes ont pu avoir un rôle plus à l'extérieur de la maison. Et il y avait cette représentation, même dans la littérature, si on reprend le conte de la petite sirène ou de Réponse, les femmes qui osent voyager, par exemple la petite sirène, si on reprend le conte original, elle meurt à la fin. Parce qu'elle a osé découvrir le monde, elle a osé retrouver l'homme qu'elle aimait et sortir de ce qu'elle connaissait, sauf qu'elle meurt à la fin. Et même Réponse qui est enfermée dans cette tour et qui est éduquée parce qu'elle est trop vulnérable, que le monde est trop dangereux pour elle. Donc sa mère l'enferme dans une tour, alors que dès qu'elle sort, elle découvre qu'en fait la réalité est tout autre. Ça montre bien qu'en fait cette mentalité et le fait que les femmes sont plus vulnérables, c'était vraiment ancré dans la société, et cette représentation littéraire va jouer un rôle très important dans le fait que les femmes ne voyageaient pas à l'époque. Et c'est qu'actuellement où les représentations vont évoluer pour permettre aussi aux femmes de se dire ok, il y a d'autres réalités possibles, il y a d'autres futurs que seulement être une femme au foyer, et de se permettre de voyager. Donc c'est vraiment une histoire de droit, mais aussi de rôle social et de représentation dans notre société qui a totalement évolué. Et aujourd'hui, grâce à l'accès plus global des informations par Internet, par des luttes féministes, et même le fait que grâce au Front populaire dans les années 1930, il y a eu les congés payés. Ça a permis à une plus grande partie de la population française d'avoir accès à des vacances. Donc avoir cette idée de se dire ok, c'est possible de voyager parce qu'il y a 2 semaines de congés payés. Donc c'est aussi l'évolution des droits de la population qui a permis cette émancipation des femmes par le voyage. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver des témoignages de femmes qui voyagent seules. Il y a Louane Mancho sur YouTube qui met en valeur ses voyages seuls en train. Il y a le film Rosie, c'est une Française qui part
en Asie pour se retrouver avec elle-même après son diagnostic de la maladie de sclérose en plaques. Donc il y a énormément de témoignages, des blogs, et donc en fait ça permet d'avoir une autre représentation des femmes qui voyagent seules. Et puis tout pousse aujourd'hui dans notre société qui est beaucoup plus ancrée dans la mondialisation, de partir en fait. C'est même un critère de réussite. Quand on est en études, tout nous pousse à faire un stage à l'étranger, faire un service civique ou faire un VIE. Et c'est même quelque chose dans notre idée du succès, c'est aussi de partir à l'étranger. Et les questions vont plus se poser aux personnes qui ne partent pas, de savoir mais pourquoi tu n'es pas parti ? Parce que ça peut permettre d'avoir des expériences qui sont très enrichissantes pour notre vie professionnelle et vie personnelle. Et cette réalité n'était pas du tout présente dans les années précédentes et dans les siècles précédents. Ouais, je trouve ça super intéressant aussi que tu évoques la question des représentations et des imaginaires, parce que je pense que c'est vraiment une lutte aussi qu'on doit mener pour la suite, de changer les imaginaires et les représentations. Et c'est vrai que la littérature de voyage, comme le montre bien justement Lucie Azéma dans le livre Les femmes aussi sont du voyage, est inondée d'écrits masculins et de représentations patriarcales de la société du voyage. Et elle parle de plein de choses, mais aussi du regard des hommes sur les femmes en voyage. D'où l'importance de changer ces représentations et ces imaginaires, et qu'on ait aussi des écrits féminins du voyage, et il y en a de plus en plus, et ça c'est super important. Et toi justement tu as réalisé aussi ce mémoire pour déconstruire les idées reçues, les clichés sur le fait que la femme soit plus vulnérable en voyage, et aussi déconstruire les idées reçues aussi qu'on a sur la Colombie. Et pour ça, tu t'es basé sur le témoignage de 10 Françaises que tu as rencontrées en Colombie, qui ont voyagé seules. Quelles étaient les motivations à l'écriture de ce mémoire, et quelles étaient un peu les choses que tu souhaitais montrer Alors pour moi, l'écriture de ce mémoire, c'était déjà une obligation de mon école, mais c'était aussi une manière de rendre hommage à ce que j'avais vécu pendant 6 mois en Colombie. C'était aussi une transition pour moi de garder un peu la Colombie dans ma réalité de rentrer en France. Et c'était aussi quelque chose qui était important pour moi, parce que on a l'impression aujourd'hui que de voyager seule en tant que femme, c'est totalement facile, c'est totalement accepté par notre société. Mais en fait, quand je voyageais, j'ai eu tellement de remarques de Colombiens ou Colombiennes, de Français, de personnes de nationalités totalement différentes, mais qui avaient totalement les mêmes réflexions sur ma situation de voyageuse seule. Ça m'a en fait fait un déclic de me dire, mais pourquoi il y a toutes ces réflexions ? Par exemple, on me demandait souvent où il était mon copain. Bah non, j'ai pas de copain, je suis totalement capable de voyager seule. Ou mais est-ce que tu te sens en sécurité mais t'as pas peur ? Bah non, je suis totalement en sécurité. Ou mais pourquoi tu voyages seule ? T'as pas peur d'être seule ? Il y avait beaucoup ces réflexions, et en fait, quand j'ai rencontré d'autres femmes françaises qui voyageaient seules, j'ai remarqué en fait qu'elles avaient aussi ce vécu de ces réflexions, de ces idées reçues des autres personnes qui les poussaient sur elles, alors que quand je rencontrais des hommes français qui voyageaient seuls, c'était pas du tout la même réalité. Ils n'avaient pas du tout ces réflexions de leur entourage sur leur sécurité, sur le fait de voyager seul. En fait, il y avait totalement une différence. C'est quelque chose qui est dit par une femme que j'ai interviewée. En fait, à une femme, on va lui dire qu'elle est courageuse de partir seule, alors qu'à un homme, on va plus lui dire profite, c'est trop bien, kiffe ta vie, et vraiment, c'est super. Il n'y a pas du tout les mêmes réflexions envers une femme et envers un homme. Et juste pour information, là, on parle beaucoup des Français. C'est vrai que dans mon mémoire, il fait que 50 pages. Donc, j'ai dû restreindre mon sujet de mémoire. Et c'est sûr que pour avoir une idée globale des femmes qui voyagent seules, il aurait fallu prendre l'opinion d'autres nationalités de femmes et aussi des Colombiennes. Mais c'est vrai que j'ai dû être restreinte dans mon sujet. Et aussi, c'est parce que j'ai majoritairement rencontré des Françaises qui voyageaient seules que d'autres nationalités ou des Colombiennes. Oui, tu disais notamment que tu avais rencontré une seule Colombienne qui voyageait seule.
Comment tu peux expliquer cela? Pour ce que je vais dire par la suite, ça se base sur des rencontres informelles que j'ai eues en Colombie avec des Colombiens, des Colombiennes, et aussi de ce que j'ai fait dans mes recherches. En fait, en Colombie, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la pauvreté est encore présente. Selon la CIA, en 2021, il y avait 39% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté en Colombie. Donc déjà, il y a cette réalité financière qui restreint les Colombiennes de simplement voyager. C'est vrai que de mon vécu, quand je rencontrais des Colombiens, il y avait très peu de personnes qui pouvaient s'autoriser de voyager ou même d'avoir des vacances. C'est pas quelque chose qui est commun parce que ils n'ont pas forcément des vacances payées où leur situation financière ne le permet pas. Et il y a aussi cette représentation dans la société où, en Colombie, de ce que j'ai ressenti, les Colombiens vont davantage agir en groupe, juste être en famille, entre amis ou en couple, mais être seul, c'est pas quelque chose de commun dans leur culture, enfin, c'est juste différent. Et vu que la Colombie a subi pendant 50 ans un conflit armé, il y a cette question d'insécurité qui est vraiment ancrée dans leur mentalité parce que depuis 50 ans, ils vivent dans un pays où la sécurité n'est pas du tout présente, où ils connaissent souvent quelqu'un de leur entourage qui a subi soit un vol, soit un kidnapping, soit quelque chose de négatif par rapport à la sécurité à cause de ce conflit armé. Donc les femmes ne vont pas voyager seules parce qu'elles ont peur de leur propre sécurité dans leur pays. Donc c'est aussi une réalité d'insécurité, de pauvreté, ou juste aussi de ne pas avoir envie de voyager seule. Ouais, t'expliquais justement dans ton mémoire, tu donnais un peu plus de contexte historique sur l'histoire de la Colombie au XXe siècle. Et tu montrais justement que la violence, elle a de multiples visages. Plus récemment, où il y a eu toute cette histoire qui continue aussi aujourd'hui de cartel de drogue, donc la violence qui est liée. Mais il y a aussi l'histoire du mouvement des FARC, il y a les paramilitaires, il y a plein de choses en fait. Oui, totalement. Il n'est pas... Il n'y a pas juste un facteur qui a entraîné ce conflit armé pendant 50 ans. Il y a vraiment une multitude d'acteurs qui a fait qu'il a été très compliqué à arrêter ce conflit armé. Et même actuellement, même si depuis 2016, avec le traité de paix entre les FARC et le gouvernement, on dit que le conflit est fini, mais il y a encore des cartels de drogue et des dissidents des FARC, donc c'est des personnes qui restent quand même contre le gouvernement actuel en Colombie, mais c'est très important de noter que la réalité n'est plus du tout la même que dans les années 90 ou début 2000, et que la sécurité est quand même beaucoup plus présente parce que les gouvernements colombiens ont fait en sorte que le pays puisse se développer, de aussi réinsérer les anciens combattants des FARC ou des paramilitaires pour permettre à la Colombie de se développer. Par exemple, à Medellín, un exemple, c'est qu'il y a eu tout un plan urbain qui s'est développé pour mettre en place le métro. Donc c'est la seule ville en Colombie qui a le métro ou même des télécabines pour permettre en fait aux personnes qui vivent dans les montagnes environnantes de Medellín de pouvoir descendre en ville et d'avoir accès à des emplois, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie, de réduire l'insécurité. Et c'est super important de dire que la réalité en Colombie n'est plus du tout la même que ce qu'on peut voir dans la série Narcos ou de ce qu'on a entendu pendant des années aux médias, et que le pays est vraiment en train de se transformer depuis 2016. Ouais, tu parles notamment de l'ouverture touristique. Comment ça se passe un peu à ce niveau-là? Totalement, il y a une ouverture touristique en fait depuis 2016, donc grâce à ce traité de paix qu'il y a eu. Et un exemple que j'aime énormément dire, c'est la Comuna 13. C'est un quartier qui est au sein de Medellín. En fait, c'était un quartier le plus violent pendant le conflit armé, qui avait une dimension très insécuritaire à cause de la présence de paramilitaires, de trafic de drogue, des FARC, qui sont un groupe de guérilla. Et donc, c'était très dur, les conditions de vie pour la population présente dans ce quartier. Alors qu'aujourd'hui, c'est le quartier le plus touristique de la ville de Medellín. Et c'est même une attraction touristique à faire quand on vient en Colombie. Par exemple, en 2019, la Comuna 13 a accueilli environ 25 000 touristes par mois en devenant le quartier le plus touristique de la ville. Même si
quand on visite la commune à Tressé, on voit bien qu'il y a une rue où c'est très touristique, mais pourtant, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on voit que la pauvreté est encore présente, il y a encore des questions de sécurité, mais que ça a énormément évolué depuis 2016. En 2019, la Colombie a accueilli plus de 4,5 millions de touristes, avec une hausse de 2,7 par rapport à 2018. Donc c'est vraiment le plus fort taux de croissance de tourisme en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment incroyable cette ouverture qu'il y a eu pour la Colombie et qui va vraiment améliorer les conditions de vie des Colombiens dans le pays. Ouais, la question que je me posais, c'est si ça repoussait pas le problème justement sur le côté, parce que souvent quand on a des processus de gentrification dans certains quartiers, dans des villes, au final, c'est les populations plus pauvres, plus précaires, sont juste repoussées un peu plus en périphérie et écartées complètement et pas du tout intégrées. Est-ce que tu penses que justement toutes ces initiatives touristiques, elles ont participé un peu à intégrer la population, ou est-ce qu'au contraire, les problèmes, ils ont juste été cachés, comme c'est souvent le cas, et repoussés sur le côté? Alors je pense que ça a énormément aidé. On peut pas dire le contraire. Ça a vraiment fait évoluer le pays. J'ai rencontré beaucoup de Colombiens qui me disaient, mais en fait, si tu venais avant 2016 et maintenant, la Colombie a totalement changé parce qu'en fait, il y a eu un développement énorme des infrastructures de tout le pays, et ce qui, en fait, est quand même très positif parce que ça permet une intégration plus globale de la population. Mais c'est vrai que dès qu'on sort des villes, la réalité est vraiment différente parce qu'il y a beaucoup de villages en zone rurale qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas l'eau potable. Je me rappelle quand j'étais allée dans le sud de la Colombie, à San Agustín, j'étais allée faire un trek et on avait fait 1 heure de moto. On passait dans des chemins qui n'étaient pas goudronnés. Mon guide me disait que les enfants devaient marcher 1 heure pour aller à l'école, qu'ils n'avaient pas accès à l'eau potable, donc ils avaient des cuves énormes pour récupérer l'eau de la pluie pour les périodes où l'eau n'était pas accessible dans la ville parce qu'il y avait souvent des coupures d'eau dans le village. Donc c'est vrai que la réalité de la pauvreté est encore très présente, aussi due à la corruption qui est omniprésente dans les institutions. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses encore à faire pour améliorer les conditions de vie. Aussi, ce qui est très important, c'est que grâce au tourisme, y a un besoin de sécurité, parce que sinon les touristes ne viennent pas. Et même à San Agustín, qui est une toute petite ville dans le sud de la Colombie, dans la zone rurale, je me rappelle que mon guide me disait c'est génial qu'il y ait les touristes, parce que ça fait vivre les gens. Donc c'est vrai que c'est positif, mais il y a encore des choses à faire, oui. Ouais, il y a toujours cette ambivalence. De toute façon, la réalité est toujours très complexe, parce que ça doit avoir comme tu dis, et tu le montres bien, des effets super positifs, et en même temps, sans doute aussi d'autres effets négatifs sur le vivant de manière générale, parce que si ça devient des destinations hyper touristiques, il y aura forcément un impact négatif aussi qui va en ressortir, donc c'est toujours complexe. Et comment, justement, je ne sais pas si tu as pu questionner un peu les locaux sur ça, mais comment ils percevaient le fait justement qu'il y ait encore plus depuis 2016 de nombreux touristes qui arrivent en Colombie sur leur territoire. Certes, il y a cette question de développement qui permet pour les personnes qui sont impliquées dans cette économie du tourisme de mieux vivre, qui est un développement des infrastructures, etc. Mais globalement, tu as été à la rencontre de plein de communautés différentes. Quelle était la réception de cet accroissement du tourisme en Colombie? Comment ils perçoivent le fait que des personnes arrivent comme ça sur leur territoire, aussi souvent pour consommer des services? De ce que mes amis ou les rencontres que j'ai faites avec des Colombiens m'ont dit, c'est en fait ça dépend totalement de la posture que le touriste va prendre. Par exemple, je sais qu'il y a énormément d'Américains qui viennent en Colombie pour vivre ou pour passer des vacances parce que forcément la Colombie ou même l'Amérique latine en général, c'est beaucoup moins cher et ça permet aux Américains d'avoir accès à certaines prestations qui sont pas forcément possibles
aux États-Unis. Par exemple, en fait, un exemple totalement concret, c'est le trafic de drogue est encore présent en Colombie parce qu'il y a une demande tellement forte aux États-Unis ou même en Europe que le trafic de drogue est toujours présent parce qu'il y a cette demande. Donc on est aussi responsable, nous, occidentaux, de la réalité qu'il y a en Colombie des trafics de drogue. Donc c'est important de le prendre en considération, qu'on a un rôle à jouer et que ce qu'on va consommer, ce qu'on va faire dans le pays qu'on va visiter, et ben ça va avoir un impact sur les gens qui vivent dans ce pays. Et je me rappelle aussi qu'à Medellín, il y a des prostituées. C'est pas forcément légal, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont que ça pour subvenir à leurs besoins. Et en fait, c'est à cause du tourisme. Bon, il doit, je pense, aussi avoir des Colombiens qui consomment ce type de prestations, mais il y a beaucoup d'Américains qui viennent en Colombie pour le tourisme sexuel, pour la cocaïne. Et en fait, il y a énormément de dérives à cause de ce type de tourisme sur les conditions de vie en Colombie et qui ne vont pas avoir un impact positif sur les Colombiens. Mais par contre, je sais que, en tout cas, pour ma part, quand je voyageais, et vu que je suis très curieuse, je pose beaucoup de questions et j'ai aussi cette capacité d'être beaucoup à l'écoute de ce que les gens vont me dire. Eh bien, je sais que les Colombiens, ils aimaient beaucoup aussi le fait que on puisse aussi leur poser des questions sur ce qu'ils avaient vécu depuis ces années avec le conflit armé, de pouvoir aussi transmettre en fait la réalité et de pouvoir faire changer l'image de la Colombie. C'était vraiment quelque chose qui a été très présent et qui est aussi revenu dans les entretiens que j'ai eus avec d'autres Françaises, c'est que les Colombiens, ils ont cette envie de transmettre une image positive de leur pays et de faire changer les mentalités, et donc ils sont très heureux dès qu'il y a des touristes pour leur faire transmettre des choses plus positives que le conflit armé et le trafic de drogue, mais de pouvoir aussi transmettre leur bienveillance, leur culture, leur tradition culinaire. Enfin, c'est aussi un partage, en fait. Même nous, quand en France, il y a des touristes qui viennent, on est très heureux de pouvoir partager notre culture, en fait. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours des dérives d'un point de vue écologie, où ça va impacter la nature, que ça va impacter... Il y a beaucoup de gentrification aussi à cause du nombre d'expatriés dans les villes. Donc la gentrification, c'est le fait que, à cause de la venue de beaucoup d'expatriés, certains quartiers des villes vont devenir beaucoup plus chers, et donc les populations locales vont devoir partir dans des quartiers beaucoup plus reculés de la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des loyers aussi chers. Donc cette gentrification qui est présente par exemple à Medellín, c'est un aspect qui impacte les Colombiens et qui revenait souvent quand je parlais avec des amis. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté très positif de vouloir partager sa culture et juste cet accueil, mais aussi toutes les dérives que le tourisme peut avoir, qui peut être présente dans tous les pays. Donc là, on a donné pas mal d'informations un peu sur le contexte. Et toi, tu étais en Colombie dans le cadre d'un échange universitaire à Medellín. Comment se sont passées tes premières semaines à Medellín ? Comment tu t'es intégré dans cette ville ? Et qu'est-ce que tu as découvert aussi de cette ville ? Alors j'ai eu énormément de chance, c'est d'avoir ma tante qui est venue m'accueillir à Medellín et qui a permis aussi... pour ma part, avoir une intégration et une transition beaucoup plus douce entre la France et la Colombie. C'est vrai qu'au début du voyage, ça a été assez dur psychologiquement parce que je ne parlais pas espagnol. Donc c'est vrai que d'arriver dans un pays où tout change, il faut s'adapter à chaque situation. C'est vrai que ça a été dur. Et puis c'était la première fois que je voyageais seule, sans ma famille. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse période de transition, je pense le premier mois, où j'ai dû m'adapter à me dire comment je fais pour me sentir en sécurité, quelles sont les mesures que je dois prendre pour
pour être en sécurité, comment je gère l'argent qui est totalement différent et qui n'a pas du tout la même valeur qu'en France, la langue, le climat qui est il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Et la culture est différente. Il y a beaucoup de musique dans la rue, tout le temps. À n'importe quelle heure, il y aura de la musique, du reggaeton, de la bachata dans la rue. Il y a beaucoup de bruit. Il y a cette effervescence, en fait, dans Medellín qui est très présente. Donc, c'est vrai que de passer de mon village en France à la Colombie, ça a été une sacrée transition. Mais c'était formidable de découvrir cette ville et aussi la Medellín qui est remplie d'histoire. Et c'était vraiment passionnant comme début de voyage. Génial. Et donc, par la suite, tu t'es engagé dans des voyages, des petites expéditions en solo, justement en sac à dos. Tu as vraiment expérimenté ce mode de voyage. C'est vrai que tu donnes un peu une définition dans ton mémoire de ce qu'est le backpack, qui est un peu le mode de voyage que tu as choisi. Et ça comprend notamment le fait de voyager à bas coût et de privilégier les options d'hébergement qui sont peu coûteuses, que ce soit le couchsurfing, du coup, à aller dormir chez l'habitant, ou que ce soit en auberge de jeunesse, par exemple. Ça implique aussi de voyager plus lentement, et notamment de prendre en compte les moyens de locomotion locaux, en l'occurrence plutôt le bus en Colombie ou de manière générale en Amérique latine. Ça implique aussi le fait de généralement laisser plus de place à l'inconnu, de ne pas avoir un programme toujours très détaillé et planifié de ce qu'on va faire, même si ça dépend aussi de chaque personne. Et ça implique aussi justement de plus rencontrer les locaux, donc de se laisser plus porter aussi par les rencontres, d'aller à la rencontre aussi des réalités qu'il y a en Colombie, que ce soit en ville ou dans des zones plus rurales. Mais tu indiques cependant que ça reste quand même des voyages qui sont faits dans un cadre touristique, qu'il y a des découvertes culturelles ou autres qui sont faites dans ce cadre, que ça reste une activité de loisir, mais que ça reste quand même hors des sentiers battus du tourisme de masse et des pratiques qui peuvent être de, je sais pas, aller se retrouver dans des resorts ou au Club Med, dans des endroits où il ne va pas du tout y avoir la rencontre avec les locaux. En tout cas, ça va être plus des relations de consommation d'activités commerciales. Est-ce que justement tu peux nous parler des voyages que tu as réalisés, où tu es allé, ce que tu as découvert? Bien sûr. Alors, c'est vrai que j'avais beaucoup de chance pendant mon échange universitaire d'avoir très peu de cours et de pouvoir m'organiser avec mes professeurs pour pouvoir découvrir la Colombie. Donc, je suis allée à Buenaventura, donc sur la côte pacifique. C'est vrai que c'était très drôle parce que les gens me disaient souvent que Buenaventura, c'est la ville la plus dangereuse et que c'était pas du tout sécurisé. Du coup, j'ai voyagé par exemple à Cali, où j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes qui voyageaient seules. Donc ça, c'était super intéressant pour mon mémoire, et puis aussi pour découvrir la salsa colombienne. Je suis allée sur la côte pacifique, donc vers Buenaventura et Huanchaco. Donc là, je suis vraiment sortie des sentiers battus, parce que c'était des amis colombiens qui m'avaient conseillé cette destination. Et c'est vrai que Huanchaco, ça m'a vraiment marquée, parce que pour y aller, j'ai dû déjà faire peut-être 15 heures de bus jusqu'à Buenaventura, après prendre un bateau jusqu'à Huanchaco, et à Huanchaco, j'ai dû prendre une moto-taxi pour arriver jusqu'à mon auberge de jeunesse, parce qu'il n'y avait pas de route. Je passais vraiment sur des petits chemins, je me demandais où j'allais, et mon auberge de jeunesse, c'était vraiment tout en bois, où il n'y avait pas de chemin. Ma chambre, c'était tout en bois, et il y avait juste un lit, un ventilo et juste une petite table en bois. C'était vraiment le minimum. Et c'était le minimum, mais tellement ressourçant d'avoir cette simplicité de vivre et d'accepter que même tous les jours, je mangeais la même chose et c'était OK. Et j'ai adoré. Et du coup, de sortir de ces sentiers battus, ça permet aussi de voir la réalité. Et à Huanchaco, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait énormément de déchets sur les plages. Parce que vu que c'est pas encore très touristique, ils font pas forcément ce nettoyage. Et en fait,
le système de recyclage et des déchets est très peu développé en Colombie. Donc, ils sont soit brûlés ou soit enterrés. Et donc, je me rappelle que je me baladais sur la plage et il y avait plein de déchets partout. Ça, c'était vraiment marquant de voir aussi cette réalité en dehors des plages très touristiques de la côte atlantique de la Colombie. Après, je suis aussi allée donc, à San Agustín, dans le sud de la Colombie, où j'ai vraiment adoré parce que j'y suis restée quasiment une semaine et je suis partie du coup 3 jours avec un guide colombien pour faire un trek à la lagune Magdalena. Et c'était hyper enrichissant parce que vu que j'étais seule avec ce guide, et c'était un homme de 40 ans, et ben, en fait, il m'a aussi partagé sa réalité de la Colombie. Et il m'expliquait qu'en fait, San Agustín, c'est une petite ville rurale où les enfants, ils vont pas forcément à l'université parce que les universités sont que dans la ville et que ça coûte très cher et que c'est un privilège de pouvoir aller à l'université. Donc les jeunes, ils travaillaient souvent dans le petit magasin familial ou les fermes. Et donc la réalité était totalement différente que celle que j'avais moi en France ou celle que les Colombiens ont dans les villes. Je suis allée aussi donc, sur la côte atlantique, donc à Santa Marta, à Carthagène, donc c'était beaucoup plus touristique et c'était très intéressant de voir la différence, par exemple, entre Carthagène, qui est vraiment la destination touristique première en Colombie, et ce que j'avais vu, par exemple, à Huanchaco. En plus, j'y suis allée avec mon père, donc c'est vrai qu'on passait moins inaperçu que moi quand j'étais seule. Et il y avait énormément de gens, des petits vendeurs qui voulaient un peu nous vendre des objets. Il y avait tout était un peu fait pour les touristes dans le centre de Carthagène, alors que dès que je sortais en dehors du centre historique, il y avait une réalité totalement différente de la population locale. Et ça, c'était vraiment marquant de voir cette division entre les espaces vraiment touristiques où tout est propre, ou quasiment, c'est safe. Il y a plein de magasins européens, McDo, Starbucks. Tout est fait pour que les touristes vivent bien. Mais dès qu'on sort des quartiers touristiques, la réalité est totalement différente. Il y a des déchets partout, il y a beaucoup de personnes SDF, il y a des bouchons. C'est vraiment une autre réalité. Et donc, j'ai adoré pouvoir voir toutes ces réalités en fait, pendant mon voyage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi eu cette chance de vivre pendant une semaine avec une population amérindienne, seule dans la Sierra Nevada. Donc voilà, j'ai vraiment eu des expériences très variées. Aussi, grâce au fait que ma tante habite en Colombie, qui habite vraiment dans un peu la jungle à côté de la Sierra Nevada, dans une petite cabane. Ça a aussi permis de voir des zones qui ne sont pas du tout touristiques, donc de voir différentes réalités, quoi. Et c'est ta tante qui t'a mis en lien avec cette population amérindienne? Totalement, oui. Parce qu'elle est amie avec une personne de cette population, oui. Ok, en plus c'est marrant parce que dans le témoignage que j'ai recueilli auprès de Geoffrey, il est allé auprès de la même communauté, les Arhuacos. Il nous a décrit justement quelles ont été ces réalités-là il a vécu avec eux pendant plusieurs semaines, une famille en tout cas en particulier. Quel a été, toi, ton vécu auprès de la communauté que tu as rencontrée? Donc moi, j'y suis allée qu'une seule semaine parce que j'avais des limites de temps, de budget, tout ça. Et c'était vraiment très enrichissant déjà d'être la seule touriste et d'être vraiment dans ce village. Donc moi, j'étais dans un village à 30 km à pied de une ville qu'on peut dire de notre société capitaliste. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche. Donc je lavais dans la rivière. Il parlait espagnol, mais très peu. Et c'est vrai que mon espagnol n'est pas aussi incroyable. Donc, il y avait aussi des limites de conversation. Donc, ça m'a permis aussi d'apprécier l'instant présent et de juste être observatrice parce que aussi, j'avais pas envie de choquer ou de faire quelque chose qui ne respectait pas leur culture ou leur mode de vie. Donc j'étais beaucoup plus dans le recul, très passive et très attentive à ce qu'ils faisaient pour vraiment être totalement la plus neutre possible. Et c'était tellement enrichissant
en fait cette simplicité de vie parce que on passait notre journée dans les champs à ramasser la canne à sucre, le manioc, le maïs, se baigner dans les rivières. Ils m'ont aussi initié à la couture des mochilas. C'est un sac traditionnel qui a énormément d'importance dans leur population. Et puis de voir aussi la beauté de la nature, parce qu'il n'y avait vraiment aucune pollution. Ils vivaient ensemble, la nature et les Arhuacos. Donc c'était magnifique de voir toutes ces lucioles, tous ces animaux qui étaient présents. Après, c'était très intéressant aussi de voir que ils étaient impactés par le système capitaliste. Par exemple, ils ramenaient, je me rappelle, j'étais un peu choquée, je m'y attendais pas, ils ramenaient des paquets de chips dans leur village, alors que les déchets, ils vont être soit enterrés, soit brûlés. Je me rappelle, ils donnaient des petits sodas du style du Coca à des enfants de 3 ans, ou même plus petits. Et c'est vrai que ça m'a vachement choquée. Mais en fait, c'est une forme de confort pour eux. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir en fait l'impact de notre mode de vie à nous sur leur mode de vie à eux. Et je me rappelle aussi que le premier soir, avant d'arriver dans ce village, on était dans un village un peu plus proche des villes colombiennes. Et il y avait 2 enfants qui sont restés toute la soirée sur un téléphone à regarder les vidéos. Et mon guide, qui s'appelle Santiago, me disait qu'il y avait beaucoup d'impact sur la jeunesse ou sur leur population à cause du téléphone, à cause de l'alcool aussi, qu'ils ont dû réguler l'apport de l'alcool dans leur population parce qu'il y avait énormément de dérives et que ça posait vraiment un problème d'équilibre dans leur village. C'était hyper intéressant de voir aussi la différence de traitement entre du coup la nature qu'ils appellent la tierra madre, la terre-mère, et leurs animaux domestiques, où ils n'avaient pas du tout le même traitement et le même comportement envers eux. Et aussi la place de la femme. Du coup, la répartition des tâches est vraiment très genrée. Les hommes vont construire les maisons, chercher du bois. Ils vont plus aller en ville aussi, faire du commerce, alors que les femmes restent dans le village à faire à manger, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la lessive et tout ça. Ce qui m'a marqué, c'est que les femmes avec qui j'étais, elles avaient mon âge, donc entre 20 et 19 ans, et elles avaient déjà 4 enfants. Et c'est vrai que ça m'avait marqué de me dire, ok, en fait, c'est une réalité qui est totalement possible, mais qui est totalement différente de la mienne. Il y a très peu de prévention au niveau des questions sexuelles en Colombie. Par exemple, l'usage du préservatif n'est pas du tout répandu. C'est pas du tout la même sensibilité que nous, ce qu'on a pu avoir en France avec toutes ces politiques publiques. Donc c'est vrai que ça, cette dimension d'être mère très jeune, c'est présent. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que c'est intéressant de voir quels ont été tes ressentis et un peu la posture que tu avais là-bas, plus d'observation. Donc c'est les réalités que toi, en tout cas, tu as perçues. Effectivement, sur une semaine, c'est difficile de se rendre compte peut-être du vécu en spécifique de cette communauté. Et ça me fait penser que justement, tu as rencontré au contraire des personnes qui ont voyagé comme toi en backpack, donc qui étaient touristes, notamment des Françaises, et tu en as rencontré un certain nombre. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces rencontres, de peut-être où tu as été amené à rencontrer ces personnes, et peut-être nous dresser quelques portraits? Avec plaisir. Alors c'est souvent quand je voyageais, c'était pas du tout intentionnel de rencontrer des Françaises. J'avoue que je suis partie en Colombie avec l'objectif de rester majoritairement avec des Colombiens ou des personnes pas françaises ou occidentales pour vraiment avoir cette ouverture d'esprit. Et en fait, quand j'étais par exemple à Cali, je logeais dans une auberge de jeunesse et c'est vrai qu'il y avait que des internationaux, donc forcément des Françaises. Donc c'est par le biais de mes voyages en Colombie que j'ai rencontré plein de Françaises. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure de nos discussions, puis vu que j'avais cette idée de mémoire en tête, je me disais que c'était l'opportunité aussi de leur poser des questions et de voir si mon sujet était intéressant à développer. Et il y avait de nombreuses femmes que j'ai rencontrées qui étaient aussi en échange universitaire. Par exemple, je ne vais pas citer leur nom, mais il y en a 4 que j'ai rencontrés qui étaient en échange universitaire, soit à Medellín, soit à Bogota, soit une autre ville
plus dans le sud de la Colombie, mais qui profitaient de leur temps libre aussi pour voyager en backpacking, seuls, majoritairement. Et c'était aussi un choix de pouvoir être davantage en contact avec des Colombiens, d'expérimenter en fait cette liberté d'être seul et aussi un peu se challenger, de sortir un peu de sa zone de confort. Après, il y avait plusieurs femmes qui étaient parties de France dans le but de faire le tour de l'Amérique latine, seules en backpacking, et qui, du coup, faisaient une étape en Colombie. C'était très intéressant aussi de voir la différence entre celles qui vivaient en Colombie pour un échange universitaire et celles qui passaient juste temporairement, même si c'était 1 mois, 2 mois ou plusieurs mois. Et des choses qui m'ont beaucoup intéressée, c'est ce côté un peu plus développement personnel, même si c'était pas une intention qui était posée de leur part de se retrouver avec elles-mêmes et de voir comment elles évoluaient. Mais c'est quelque chose qui, en leur posant simplement la question de savoir comment elles se sentaient avec elles-mêmes, du coup d'être seules, parce que c'est quand même challengeant et pas anodin. Et il y avait des conclusions qui revenaient souvent pendant les interviews, qu'il y avait une amélioration de leur confiance en soi, qui était vraiment présente, une estime d'elle-même qui était plus forte, cette capacité à pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation et aussi à être beaucoup plus à l'écoute de leur intuition, de leur corps et d'adapter leur voyage à vraiment en fait ce qu'elles ont envie. Donc une plus grande prise de considération d'elles-mêmes et de leur personne. Donc c'était vraiment très enrichissant de voir en fait tout ce que ça peut apporter en fait de voyager seul. Et puis aussi il y avait ces retours sur la sécurité, comme quoi vu que c'est une peur qui revient souvent dans les recherches sur internet, dans mes recherches de mon mémoire, j'avais aussi envie d'avoir l'expérience de femmes qui osent voyager seules. Et c'est vrai que donc cette peur, soit de l'insécurité ou d'être seule, c'était quelque chose qui n'était pas du tout présent au fur et à mesure du voyage, parce que ces femmes me disaient que donc sur l'aspect de la solitude, en fait, elles n'étaient jamais seules. Parce que dans le bus, il y a du monde, dans les auberges de jeunesse, il y a toujours du monde à rencontrer, que les Colombiens, ils sont très sociables et très extravertis, donc ils viennent très facilement te parler. En fait, c'était plus un choix d'être seules quand elles en avaient envie, que vraiment quelque chose qui les pesait. Et c'était aussi pour elles une liberté de faire ce qu'elles avaient envie pendant leur voyage et de ne pas avoir à faire des compromis avec d'autres personnes. Et pour la question de l'insécurité, elles me disaient que dès qu'elles avaient un comportement adapté au pays accueillant, c'est vrai que il faut pas montrer son iPhone très visiblement parce que c'est une marque de richesse, ne pas forcément porter des bijoux en or, de parler espagnol en majorité, d'écouter les avis des locaux. En fait, il y a plein de petites astuces ou de comportements à avoir, mais que ce soit en Colombie ou même dans les autres pays où l'insécurité et la pauvreté peuvent être présents, eh bien, ces femmes qui voyageaient seules se sentaient en sécurité. Et il y a très peu de femmes qui ont vécu des expériences négatives, même si elles avaient toujours conscience des risques qu'il pouvait y avoir en Colombie. Et qu'elles connaissaient souvent des personnes, même si ce n'était pas elles, qui avaient peut-être vécu un vol ou un cambriolage. Ça peut arriver, mais c'est aussi quelque chose qui est aussi possible en France. Donc c'était enrichissant d'avoir un peu ces conclusions de ces entretiens et ces expériences, de faire un peu la comparaison entre mon expérience personnelle et ces expériences de ces autres femmes en Colombie. Et ce qui est important à prendre en considération, c'est que les femmes que j'ai interviewées pour mon mémoire, elles ont un peu le même profil. C'est-à-dire que elles sont toutes entre 20 et 35 ans. Elles ont toutes fait des études. Elles ont quand même un certain moyen de se permettre de voyager seules. Elles sont blanches. Donc c'est vrai que c'est un certain type de profil qui va favoriser le voyage en solitaire. Et pour avoir vraiment une idée globale de l'expérience des femmes qui voyagent seules en Colombie, il aurait fallu aussi avoir des femmes de couleur de peau noire ou des femmes aussi qui aient un bagage, on va dire, d'études ou social différent. Mais c'est vrai que les profils que je rencontrais étaient majoritairement de ce type-là. Je pense effectivement que c'est toujours important de rappeler la question des privilèges, de parler
des profils que toi, tu as rencontrés en voyage. Comment tu as ressenti, toi, ta position d'être justement une femme qui a ses privilèges et qui a la possibilité de voyager dans ce pays avec ses réalités compliquées aussi, différentes? C'est vrai que c'est quelque chose que je me posais beaucoup parce que j'avais envie d'avoir la position la plus juste et la plus respectueuse, en fait, d'être en fait dans cette ouverture d'esprit et cette bienveillance, en fait, de découvrir la Colombie dans sa réalité la plus totale et de pas juste me cantonner aux destinations touristiques, mais de vraiment voir toutes ces réalités multiples qu'il peut y avoir dans ce pays ou même dans d'autres pays. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de ne pas rester du coup avec des Français et d'être. J'avais beaucoup d'amis qui venaient du Venezuela, du Mexique ou même des Colombiens. Et en fait, en discutant tout simplement avec eux, c'est vrai que il y a une prise de conscience des privilèges français. Par exemple, je me rappelle, je parlais avec une amie mexicaine et elle me racontait que en Colombie, il y a une question de visa et qu'elle avait dû payer pour avoir son visa, donc $200, donc ce qui est énorme, alors que nous, en France, moi, j'ai dû rien du tout payer pour avoir un visa. Donc c'est vrai qu'il y a une question de privilège énorme, même si on parle du passeport. Le passeport français, il nous permet d'aller quasiment partout dans le monde, alors que si on prend un passeport colombien ou un passeport mexicain, c'est vrai qu'ils vont avoir une restriction de voyage totalement différente. Et souvent, les Français, on oublie cette réalité de privilège. Et j'ai été très reconnaissante, en fait, d'avoir ce privilège de partir à l'international, de découvrir une autre réalité que celle que j'ai pu avoir en France et de me dire, OK, il y a d'autres réalités qui sont possibles, il y a d'autres situations économiques, la pauvreté, l'insécurité. Et je trouve que c'est ce qui m'a aussi permis d'avoir cette ouverture d'esprit et de voyager le plus respectueusement, mais c'est aussi parce que j'en avais envie. Parce que tous les voyageurs qui viennent en Colombie n'ont pas forcément cette envie ou cette volonté de dépasser leurs préjugés, de dépasser toutes les idées reçues qu'on peut avoir et de découvrir pleinement ce que les Colombiens ont à nous transmettre de leur culture. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi en voyage, quoi. C'est de laisser nos préjugés derrière et de vraiment être dans l'accueil total de ce qu'on peut vivre et entendre dans nos rencontres avec peu importe les nationalités. Quelles sont au final les grandes conclusions que tu as faites dans ce travail de mémoire et qui retracent aussi tes différentes expériences que tu as pu avoir en Colombie? Je trouve qu'il y en a deux. Vraiment, les deux majoritaires, c'est sur la question de la sécurité. Donc la Colombie est beaucoup plus sécurisée que ce qu'on peut avoir comme image dans les représentations un peu globales en Occident ou même juste en France. Donc ça, c'est le premier aspect, même si la sécurité n'est pas du tout pareille qu'en France. Il y a eu énormément d'efforts, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules ou que c'est possible de faire du tourisme et que c'est important d'oser en fait y aller. Et deuxièmement, c'est que le voyage seul pour les femmes, en tout cas que j'ai rencontré, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour elles-mêmes, pour apprendre à se connaître et pour avoir une plus grande connaissance sur soi, sur l'aspect de la confiance en soi, sur l'estime de soi. Il y a vraiment beaucoup de bénéfices et d'apports d'oser voyager seul, mais que par contre, le voyage en solitaire n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment aussi un choix et que ça peut être dur pour certaines personnes, mais qu'en tout cas, celles qui ont osé le faire dans ce que j'ai eu comme témoignage pour mon mémoire, elles ont un retour totalement positif de l'expérience en Colombie et du fait de voyager seule. Et quelles sont, selon toi, les émancipations que ça t'a permis de connaître? Personnellement, je pense cette confiance et cette conscience de pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation et de pouvoir gérer n'importe quelle situation et d'avoir ces capacités en moi, de me dire en fait je suis en sécurité tant que je suis avec moi-même et que je sais ce que j'ai besoin en priorité pour me sentir bien.
Par exemple, j'avais tout le temps ma gourde filtrante, j'avais toujours un peu d'argent liquide sur moi, d'avoir un pull, des choses très basiques. Mais le fait de savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien, ça m'a permis d'être OK dans n'importe quelle situation, même quand je faisais 24 heures de bus en Colombie, quoi. Et le fait d'être ouverte à la rencontre, je suis partie seule pour rencontrer des gens. Et en fait, ça a été totalement vérifié dans mon expérience, c'est que les gens, souvent, venaient à moi facilement parce qu'ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que je faisais seule. Et c'était hyper enrichissant d'avoir cet échange et de me dire que c'est possible d'être seule, mais de rencontrer plein de gens, d'être libre de faire ce que j'aime, de me dire en fait, je peux voyager seule, j'ai pas besoin forcément d'être accompagnée. En fait, de me dire que je peux être heureuse seule. Ça, je pense que c'est le plus important de ce que j'ai retenu pendant ce voyage. Génial. Merci beaucoup Margot pour ce très chouette témoignage, très intéressant sur tes réalités de vie pendant 6 mois en Colombie. Merci beaucoup pour ce témoignage Margot. Merci à toi. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins, l'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.